J'en ai même envoyé un petit message au modérateur de Twitch. Nous sommes en 2009 quand sort sur nos écrans une œuvre qui marquera l'histoire du cinéma réalisée par James Cameron. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que ce n'est pas la première fois que ce réalisateur est appelé à comparaître dans ce tribunal. Cependant, la dernière fois, il n'était que témoin, et c'était lors du procès du meurtre de la licence Alien par Ridley Scott. Pourtant, ce soir, c'est bien de lui que nous allons parler, mais aussi de son film Avatar. Mais alors, pourquoi ? Dans quelle histoire s'est retrouvé l'un des réalisateurs chouchous d'Hollywood ? Eh bien, je vais vous le dire. Cameron va être plongé dans une sale affaire de plagiat, car ce n'est pas moins de 8 œuvres littéraires et cinématographiques qu'il aurait plagiées, comme par exemple Pocahontas. Bien évidemment, celui-ci se défendra en expliquant par exemple qu'il a écrit le script d'Avatar bien avant que Disney ne sorte le dessin animé. Mais le mal est fait. Et cette étiquette lui collera dès lors au film comme à son réalisateur, comme la boue colle aux Rangers d'un GI perdu dans la mangrove d'une planète inconnue. Mais alors, ce film est-il vraiment si mauvais ? Et surtout, mérite-t-il tout ce mépris ? Quand est-ce que le plagiat devient-il un hommage ? À moins que ce ne soit l'inverse. Pour répondre à toutes ces questions ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau du petit tribunal du grand écran Maître Krumpf et Maître de l'univers. Messieurs, bonsoir. Je me permets de retirer ça parce que je vais avoir un peu chaud et que moi perso j'ai atterri. Ne vous inquiétez pas pour l'étoile rouge, hein, c'est tout à fait normal et volontaire de ma part. Je me suis dit que pour traiter un film aussi capitaliste que celui-ci, il fallait bien remettre un peu de communisme dans cette émission pour équilibrer. Voilà. Bonsoir à vous deux. Comment allez-vous ? Et bien entendu, c'est le moment où je ne vous entends plus. Pourquoi je vous entends plus ? J'ai l'impression que Maître Krumpf a l'air grognon. Ah, il a coupé. Ah voilà, il était mute. Problème de connexion. Oui, on a des problèmes de connexion avec Pandora. Mais c'est le traducteur, c'est parce que voilà, sinon vous m'entendriez. Tout à fait. Et ça serait compliqué. Oui. Donc bon bah j'ai un Nelson Montfort portatif et ça fera très bien le boulot, vous inquiétez pas pour ce soir. Mais j'aime beaucoup ce personnage. Nelson Montfort, ça a toujours été mon faible. Donc, Maître Krumpf. Gardons notre sérieux. Maître Krumpf, du coup, vous êtes envers et contre tous, bah là ce soir en bleu, mais envers et contre tous pour défendre du coup ce film qui, selon vous, mérite d'exister et ne mérite pas toutes ces attaques, toutes ces accusations. Ah oui, ce film est grandiose, c'est un chef-d'œuvre. Très bien. Je ne comprends même pas qu'on m'ait demandé de le défendre. Qu'on me pose la question me semble déjà étonnant, mais nous verrons.
Très bien. Et donc, en face de vous, du coup, l'un de vos confrères, Maître de l'Univers. Maître de l'Univers, du coup, vous êtes avocat et vous travaillez en étroite collaboration avec le SIFBI. SIFBI ou SIFBI, le CIFBI, le syndicat intergalactique des fausses bonnes idées. Et selon vous, du coup, en tout cas, ce syndicat lutte entre autres pour empêcher les humains d'aller sur des planètes cheloues comme Pandora. Donc vous avez longuement tous les deux étudié cette affaire, étudié cette enquête. Alors effectivement, comme je le présentais en introduction, on va écarter tout de suite cette piste concernant l'attaque de plagiat de Pocahontas, puisque finalement Pocahontas est sorti après que Cameron ait commencé en tout cas à travailler sur son script, donc on n'est pas du tout dans cet ordre-là. Par contre, effectivement, les autres films, les 7 autres œuvres littéraires ou cinématographiques, peut-être que vous aurez des éléments à aller piocher dedans. Du coup, je dois dire que Pocahontas, en plus, ça serait pas la plus évidente comme plagiat, quoi. Ça dépend des arguments de certains, en tout cas concernant le film, l'intrigue, bon. Qu'est-ce que l'on peut dire en résumé de ce film, du coup? Donc nous sommes dans un futur, en l'an 2154, et Jacques Sully est un ancien Marines paraplégique, du coup. On va y venir justement, Sangohan, on va en parler de ce point-là, je pense. Qui est paraplégique, handicapé, il apprend que son frère Tom Sully, qui... est décédé. Ouais, il est scientifique. Voilà, coup, lui. ce scientifique n'est pas militaire, est décédé, qui faisait partie d'un programme, le programme qui du coup utilise des avatars, qui sont des croisements génétiques de l'ADN humain et des extraterrestres, des Na'vi, pour des Na'vi. C'est comme quand tu crois que tu vas éternuer, et en fait non. Oui, voilà. Et du coup, il va être envoyé sur cette planète Pandora en tant que militaire pour suivre une petite équipe de scientifiques qui cherchent à nouer des liens avec le peuple endémique de cette planète. Derrière tout ça, on a une grosse entreprise qui s'appelle la RDA. C'est intéressant ça, la RDA. Oui, exactement. Oui, tout à fait, c'est ça. Non, En fait, du coup, on saura pas, mais ça doit être l'acronyme de quelque chose en anglais, quoi. Oui, l'acronyme de RDA, c'est Ressources, Développement et Administration. Ah, d'accord. Donc il y a un très jeu vidéo. Oui, ça fait très. Vraiment l'administration sur Pandora. Donc envoyé sur cette planète avec d'autres personnes qui sont là déjà depuis plus d'une dizaine d'années, et nous avons cette fameuse RDA qui tente d'exploiter du minerai qui est situé comme par hasard sous le village habité par les Na'vi, et du coup ce Marines donc va se retrouver un peu le cul entre deux chaises, entre suivre son pays, sa race, son espèce d'origine, les humains, ou finalement se laisser emporter par cette nouvelle culture qu'il découvre. Et le pissenlit que l'on voit dans le film. Tout à fait. Exactement. C'est un film d'une grande poésie, faut bien l'avouer. Ah oui, d'une certaine façon, oui, bien plus que d'autres. Voilà pour le synopsis. Alors bon, de toute façon, si vous êtes là, mesdames et messieurs les jurés, c'est que nous considérons que vous l'avez vu, que vous n'avez aucun problème avec le fait d'être spoilé, et cette alerte ayant été faite, je me permets de lire les encouragements d'un juré qui apparemment n'est pas du tout impartial. Allez, Maître de l'Univers, je rappelle à juré Isa que normalement il ne devrait pas y avoir de lien entre les avocats et les jurés, sinon on pourrait avoir des problèmes. Je ne connais pas. Voilà. Je ne sais pas qui c'est. Oui, tout à fait. Tout à fait. Eh bien, lequel d'entre vous va commencer ce soir? Peut-être vous, très cher Maître de l'Univers. Voulez-vous commencer du coup avec votre plaidoyer premier d'accusation?
Eh bien alors, déjà, pour rendre hommage aux petites bestioles que les humains sont allés embêter sur Pandora, eh ben déjà, le scénario ne casse pas 6 pattes à une bestiole de cette planète. Bravo, bien vu, Voilà. bien vu, bien vu. Et ensuite, en général, quand on voit des humains sur une autre planète, on sait très bien qu'ils partent au casse-pipe. Donc, un peu comme on voyait des extraterrestres sur Terre, ils viennent au casse-pipe. Donc, c'est un peu le bateau. Après, ouais, bon, histoire du minerai, ouais. Fallait une bonne excuse pour y aller. C'était peut-être la seule excuse parce que franchement, visiblement, les bestioles n'ont pas l'air comestibles. C'est un petit peu fluo quand même comme planète. On se croirait un petit peu dans les années 70. Et perso, en tant que militaire, je ne serais pas pour être sur une planète comme ça. Maître de l'univers, vous êtes pas assez funky? Pas sur Pandora, non. Oui, c'est vrai que pourtant toutes ces couleurs chatoyantes peuvent aussi rappeler d'autres univers. C'est des couleurs que l'on retrouve par exemple dans les univers un peu steampunk, futuristes comme ça. Sauf que là, ce qui est mis à l'image est très intéressant puisque ce ne sont pas des cités, mais une jungle qui est chatoyante de ces 1000 couleurs. Mais selon vous, c'est effectivement quelque chose de très très intéressant. Une jungle qui est quand même élaborée, hein, où tout communique avec un lien. Même d'ailleurs, les navis peuvent communiquer. C'est comme ça qu'ils peuvent aussi. Même ça, c'est des petits clins d'œil comme ça. En fait, du coup, lui, il a plus de jambes, mais il a quand même un moment où il peut, du coup. Si je peux me permettre. Il a été aux champignons quand même grâce à elle, donc c'est cool. Oui. Mais si je peux me permettre, pas de chance, il est en fauteuil roulant. Malheureusement, ça arrive. Mais de voir à côté des robots de 2 mètres qui le narguent juste là, ils auraient quand même pu lui dire, tiens, on passe un robot. Non, même pas. Après, lui, de toute façon, je pense qu'il est dans le programme pour être dans l'hybride. Bon, après, je dois avouer, ça, je peux avouer un truc, c'est que s'ils veulent se fondre dans la masse en se mettant en avis, c'est vrai qu'arriver avec des habits d'humain et une mitraillette, au final, tu te fondras pas bien dans la masse. Ils auraient pu essayer de prendre les coutumes locales, comme des vrais espions. Le premier truc qu'ils font, d'ailleurs, quand j'ai bouffé son nom, quand sa copine, elle le trouve, le premier truc qu'elle lui fait, c'est qu'elle lui met une feuille de chêne, hein. Il t'appelle à lui mettre une feuille juste devant, après il n'a plus rien, hein, ses habits. Puis en plus il y a quand même ce côté quand même très militaire d'un côté très américain, parce que t'as l'impression presque qu'ils envoient que des Américains, et de l'autre côté c'est quand même très matriarcal, avec les femmes qui gueulent sur les mecs, quoi. Et du coup ça donne toujours deux côtés en fait, quoi. Et puis ça, je trouve, du coup, c'est bien rendu à l'écran. Après, forcément, le fond du scénario est pas élaboré de ouf. Enfin, c'est simple en soi. Il y a pas de twist ou de truc de ouf, mais tout est quand même utilisé. Il y a chaque détail, je trouve, même le moment où il y a un panier de basket, juste pour qu'on puisse se rendre compte de la taille que font les navis. Hop, ça prend 10 secondes. Où il y a plein de petits moments comme ça. Je trouve. Qui sont vraiment bien pensés, quoi, pour être bien dans l'immersion, parce que c'est le but du film, je pense. De toute façon, c'était qu'on soit en immersion totale dans un monde chelou comme ça, et c'est franchement bien réussi, quoi. D'accord, bon. Uniquement pour rappeler à l'humain qu'il est quand même humain, même sous son avatar. Alors, qu'est-ce que nous disent les jurés? Moi, je dis que c'est un film écologiste se battant contre le capitaliste. On a perdu. On a perdu. On a perdu du monde. On a perdu Maître de l'univers. Il est tombé dans le trou. C'est Maître de l'univers. Allô, allô. Oh. Mais moi, je suis pas sûr. Enfin, je pense pas que James Cameron il ait voulu faire un truc engagé ou quoi. Le revoilà. Ou critique des États-Unis, tu vois.
pense pas que c'est le but quand même de son film. Bah, en tout cas, il n'y a pas d'éléments à proprement parler à verser au dossier qui vont dans ce sens, du coup. Non, après, ouais, c'est ça. Je pense que c'est... Après, c'est écolo en soi, forcément. Donc, t'as... Allô, allô. Oui, je suis là, mais j'ai plus rien. Comment ça, t'as plus rien? J'ai plus d'image. Non, si, je vous vois, vous deux, mais moi, j'arrive pas à me retrouver le truc. Ah, nous, on te voit. Non, ouais. C'est plutôt une bonne nouvelle. Déjà, ça marche. Mais en plein écran, je serais moins perturbé. Alors, donc, vous avez pu déjà dégrossir un peu la problématique autour de ce film, du coup. Donc, si nous décortiquons un peu plus point par point, donc... Nous avons donc ce film, donc Avatar. Nous allons donc pouvoir parler du scénario. Déjà, dans un premier temps, le scénario de ce film. Selon vous et selon de ce que j'ai pu voir un peu dans le chat, effectivement, tout de suite, ce qui ressort, c'est des problématiques de plagiat, d'inspiration de Pocahontas ou d'autres films. Je vous invite à creuser dans ce sens-là, mesdames et messieurs les jurés, puisque vous verrez que en fouillant un peu, on trouve des œuvres qui sont bien plus marquantes et bien plus marquées dans Avatar que Pocahontas. Je vous avoue que voilà, Pocahontas, on est très très loin de ce qu'on a. Il y a déjà le russe là, du coup, c'est des années 60, c'est ça? Oui. Du coup, qui reprenait les mêmes mots, la planète Pandora, tout ça. Mais après, ça doit être dur à trouver sur YouTube, ça. Oh bah surtout que je pense que c'est pas retrouvable puisque c'était une série si je me trompe pas que je retrouve un petit peu. Mais t'as du mal à croire que Cameron soit tombé dessus. Après tu me diras, c'est comme les blagues. Voilà, il trouve des similitudes, par exemple, avec, on parle de Danse avec les loups, pourquoi pas, mais donc l'œuvre, entre autres, qui aurait grandement inspiré, et donc voir, là on pourrait amener une accusation de plagiat, c'est Noon Universe, une ancienne série soviétique des années 1960, écrite par Arkady et Boris Strugatsky, écrivant un univers futuriste dans lequel une espèce d'indigènes nommée les Nave vivent sur une planète recouverte par une forêt luxuriante appelée Pandora. Vous voyez qu'on est quand même là beaucoup plus dans des problématiques peut-être de plagiat qu'avec Pocahontas. Et d'ailleurs, je le rappelle, Pocahontas est sorti après que Cameron ait écrit le gros du script. Donc... Ouais, pour la série russe, il était en couleur ou en noir. Oui, tout à fait. Après, l'épaisseur, enfin la différence entre le plagiat et l'inspiration, hein, c'est un peu à chacun de se faire son avis là-dessus. C'est l'une aussi des questions de ce soir. Mais la légende de Pocahontas existait bien avant Disney, oui, mais comme je le rappelais, allez voir aussi ce qui est réellement la légende de Pocahontas et vous verrez que là, on sera encore plus loin de Avatar, puisque ça n'a rien à voir avec l'histoire de Disney. Donc, en tout cas, si mon adversaire dit que le scénario est bateau, je me dis qu'en fait, un scénario plus compliqué, ça aurait desservi le film sur Avatar. Tu vois, avec plus de retournement de situation et de machin. Je pense que ça suffit. Vu que, tu vois, la preuve, c'est qu'il y a au final pas énormément de scénarios comme beaucoup de gens l'ont dit, mais ça fait quand même quasiment 3 heures et puis moi j'ai pas eu le sentiment de m'ennuyer, il se passait toujours quelque chose à l'écran. Alors, selon vous, du coup, maître de l'univers, quels est pour vous les éléments que vous feriez ressortir de ce scénario qui seraient à porter, du coup, au discrédit de ce film? Eh bien, disons que les Na'vi habitent bizarrement sous l'arbre là où il y a le plus gros gisement. Ouais. Mm-hmm. Ça donne une explication pour éradiquer leur race. Ouais. Mais non, je sais pas. C'est quand même... Je sais pas, je trouve que c'est un petit peu facile, quand même. D'accord. Envoyer des humains sur cette planète, récupérer le minerai, comme j'ai déjà dit, et de savoir, dès le début, qu'ils vont s'en prendre une pleine tronche à la fin, ça justifie pas un film de 2h40.
D'accord, donc pour vous, le film est attendu. C'est téléphoné d'un bout à l'autre. On sait qu'ils arrivent sur la planète, mais on sait qu'ils vont s'en prendre une pleine tronche et qu'ils repartiront pas, quoi. D'accord, donc si je vous suis, du coup, ça rejoint par exemple l'avis de ce que nous exprime Sangohan 118. Le film est basé sur le visuel et pas sur le scénario. C'est ça. Alors du coup, est-ce que selon vous, maître de l'univers, du coup, le scénario peut-il être porté à charge ou à décharge de ce film? Si volontairement ce film n'a pas été fait pour le scénario, est-ce que l'on peut, du coup, garder ça contre ce film? Ah ben bien sûr, il n'y a pas d'histoire. On sait déjà que les humains vont perdre à la fin. Mais alors du coup, si pour vous c'était attendu que ce soit attendu, si pour vous justement le scénario dès le départ, non mais c'est une question très importante. Je ne cherche absolument pas à influencer qui que ce soit, mais je me pose réellement la question. Si le scénario est volontairement faible ou facile pour avant tout mettre en avant de belles images, est-ce qu'il est pertinent d'en attaquer son scénario? Est-ce que selon vous, c'est sur cet angle-là qu'il faudrait mettre en avant ce film? Venant de la part de James Cameron, je m'attendais clairement à mieux. D'accord. Voilà. Il m'a habitué à beaucoup mieux. Abyss, Terminator, Alien si on compare à d'autres films comme ça, avec un envahisseur, on va dire, il y a quand même, des fois, même pas besoin, je crois que dans le dernier Samouraï, il y a même pas besoin, juste pour tuer les Japonais, ils ont même pas besoin de raison. Dans Pocahontas, ils cherchent de l'or, mais je crois même pas qu'ils la trouvent. Ah, ils cherchent l'Eldorado. Ouais, mais ils trouvent rien. Non, bah non. Des mecs comme ça. Donc là, ils ont en plus un gisement qui donne encore une raison d'aller là-bas. Mais je pense que tôt ou tard, ils y allaient pour faire un massacre. Est-ce que ce film est aussi facile que vous le semblez le décrire tous les deux? Puisque pour le coup Pocahontas est un peu facile effectivement si on reste sur cette œuvre-là, mais il me semble par exemple dans Pocahontas les envahisseurs, les colons sont par définition et en tout cas mémoire de l'histoire puisqu'on s'inspire de l'histoire vraie, par définition ils sont mauvais. Et du coup le capitaine qui est l'un des personnages principaux du coup de Pocahontas est la seule représentation de son camp à ne pas être un salopard si on peut dire. Les autres personnages qui sont des colons sympathiques, si on peut dire, sont complètement anecdotiques dans l'histoire. Nous avons une réalité, un univers qui nous est-il pas présenté différemment dans Avatar, puisque le personnage principal, Jack, n'est pas le seul humain à ne pas être d'accord avec les actions de l'entreprise RDA, du coup. Ils ont des nuances en plus, quand même. C'est même Oh, plus que ça. Ouais, une dizaine. Plus que ça, si je me rappelle de la scène de fin, quand les humains justement sont renvoyés dans leur vaisseau pour rentrer chez eux, il me semble mais ça c'est les survivants. C'est ceux qui ont survécu à la bataille, ça. Oui, mais il me semble que les Navy... Les scientifiques, ils sont une dizaine, pas plus. Oui, mais les Navy gardent beaucoup d'humains avec eux, jugés justement comme n'étant pas... Ah, c'est vrai qu'il y a pas mal de navires habillés à la fin, ouais. Donc c'est peut-être des humains... Non, mais après, t'as quand même des gens comme Michelle Rodriguez, là, la pilote d'hélico, qui se soulève, on va dire, pour se retourner contre les autres hélicos. Il y a plein de personnages qui sont qui ont une petite évolution quand même. Et qui avaient, pour certains, déjà ce point de vue-là. Le personnage joué par Sigourney Weaver n'est pas dans cette optique colonisatrice. Et justement, elle se place dès le départ en défenseuse. Et d'ailleurs, je trouve ça un peu particulier, puisque c'est vitement exposé dans le film, même si ça nous est montré, mais semble-t-il que les humains au départ, quand ils débarquent sur cette planète, ils n'y vont pas nécessairement pour du minerai, puisqu'ils font une école, ils prennent 10 ans à laisser des scientifiques faire une école. Tu comprends bien que c'est les scientifiques qui se sont rendus compte qu'il y avait ce minerai-là en faisant des recherches scientifiques, ce qui a fait venir très vite du coup des capitalistes, on va dire. Oui, mais du coup, on n'a pas cet angle-là, par exemple, là, dans tu vois, je pense que on est en train de te tromper un peu d'angle, parce qu'au final, on est en train de dire que les personnages sont bien écrits,
mais ça veut pas forcément dire que le scénario est moins basique. Ah non, mais bien sûr. Mais comme justement nous le dit Sangohan 118, un scénario simple ne veut pas dire nul ou inutile. Et d'accord. D'ailleurs, des fois, on a des films où le scénario est bien trop complexe pour nous raconter rien du tout. Donc, ça rejoint du coup ce que vous disiez, maître de l'univers, c'est attendu. On est sur un scénario qui n'a pas réellement beaucoup de surprises et qui va peut-être jouer plus sur l'émotionnel, si je comprends bien. En utilisant des images, en utilisant la musique, en utilisant des scènes fortes, même si on les voit venir, ce serait plus votre propos, si je comprends bien. Pas tant que ça. D'accord. Pas tant que ça. Non, enfin, je sais pas, l'humain qui est là, le cul entre deux chaises, comme vous le disiez tout à l'heure, on va lui proposer de faire ça, on va lui demander de faire en même la même chose, enfin autre chose de l'autre côté. Effectivement, il y a cette histoire, il va tomber amoureux, donc du coup, ouais, ben finalement, je suis mieux avec les méchants, mais je suis pas si méchant que ça. Donc, je sais pas. Il a quelques dilemmes quand même. Niveau émotion, je pense qu'on a vu mieux quand même. Hein. Et puis même, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la partie de basket, ou la première scène qui se passe sur Terre où il est dans un bar et il aide une fille. Il y a plein de passages comme ça qui, en fait, en soi, ne font pas avancer le scénario, mais c'est clair. Mais rendent le truc du coup moins scolaire, enfin moins attendu, je trouve. Après, j'ai envie de dire, jusqu'à ce qu'il rencontre la Navy qui va venir le sauver dans la forêt en pleine nuit. Jack, c'est le crétin de base. Le mec, il est là, c'est un gosse, quoi. C'est un gosse. Super. Il a plein de nouveaux trucs, il a plein de nouveaux jouets. Pendant 1h30, c'est ça. Jack, c'est un gosse. Pendant 1h30. Et après, du jour au lendemain, je suis adulte, j'ai rencontré l'amour, j'ai rencontré le peuple extraterrestre que je trouve super. Et j'ai mon drac au feu. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Très bien. Donc, sur le scénario en lui-même, vous semblez quand même plutôt d'accord sur le fait que le scénario est un peu simple. Très bien. Mais je pense que c'est voulu, en tout cas. Très bien. C'est un choix, du coup. C'est sûr que si tout l'argent est passé dans les images, il y avait plus d'argent pour le scénario. Est-ce que réellement écrire un bon scénario, ça demande de l'argent ? Il faut payer le mec qui l'écrit. Non, mais par contre, c'est vrai que ce qui a dû coûter de l'argent, ce qui est ouf, c'est que même les tests, parce qu'il y a des trucs qui ont été tournés 15 ans avant, qui étaient que des tests pour voir comment ils pouvaient faire pour la technologie, tout ça, les capteurs et tout. Et donc, rien que les tests coûtaient le prix d'un film, en fait. Mais de toute façon, je suis plutôt d'accord avec ce que nous dit Koura. Écrire un scénario, ça ne coûte pas d'argent. Le réaliser, oui. Mais écrire un scénario, n'importe qui est capable de raconter une histoire. Enfin, je veux dire, combien de parents sur notre bonne vieille planète, tous les soirs, doivent improviser des histoires pour leurs enfants. Elles sont plus ou moins bien, effectivement. Mais écrire une histoire, c'est à la portée de n'importe qui. Et je pense que dans cet art, James Cameron, jusqu'ici, et même par la suite, nous a prouvé qu'il était en mesure d'écrire des histoires, d'écrire des scénarios, et même de s'approprier certains univers, et de venir y rajouter sa patte. On rappelle quand même que le Alien 2, Aliens, du coup au pluriel, il vient y rajouter des choses qui sont très très intelligentes, très importantes. Ce film est vu comme un simple film de guerre, où on a rajouté des militaires et des tarés dans l'univers de Alien, alors qu'on a toute la symbolique de la maternité et de ce que c'est que d'être mère, développée avec le personnage de Sigourney Weaver et de cet enfant Knut qu'elle va trouver. Enfin bref, Cameron nous a déjà montré qu'il savait faire ça, et effectivement, je tente à croire, pour ma part, le juré se fera son avis, mais je suis plutôt d'accord avec ce que dit Maître Krumpf, ça doit être volontaire. Étant à la réalisation et à la production, je pense que ça doit être volontaire. Oui. Et puis au final, quand tu vois qu'il a déjà fait Titanic et même du coup tous les trucs qu'il cite dans sa bande-annonce là, lui il a pas encore fait de trucs où il peut se planter sur le deuxième là, mais pour le moment il s'est pas encore planté lui. Le deuxième peut faire un peu peur. Je rappelle que la licence a été rachetée par Disney. Les grands dos. Disney. Wow. Allez, tout de suite une image pour exprimer ce que je ressens.
Mais pas les souris. Continue. Voilà. Donc scénario un peu facile du coup. Alors il va falloir que nous apportions autre chose dans ce film. Nous avons vu donc la partie de l'histoire. Je vous prierai messieurs de bien vouloir m'accompagner dans le fait d'aborder la partie réalisation. Maître Krumpf. Ah bah là, je dois dire que c'est tout simplement magnifique, c'est sublime, c'est l'extase. Là, moi, je le fais rarement, mais là, j'ai mis la grande télé, hein, avec le gros son qui fait venir les bleus. Oui. Non, parce que la dernière fois que j'avais branché la grosse sono, c'était sur Star Wars, je sais plus lequel, mais du coup, ça a fait venir les flics. Donc du coup, je me suis dit, je vais plus rebrancher ces enceintes-là parce que ça a l'air de faire un peu trop de bruit. Et là, je les ai remis pour Avatar en me disant, faut vraiment bien le voir celui-là. Et non, mais ça pète quand même. Mais la musique en plus, elle est bien faite. C'est un truc que j'ai bien aimé dans. Tiens, je dis pas. Alors, c'est un des trucs que j'ai bien aimé dans Kaamelott. Je vais le dire comme ça plutôt. Oulala, attention, hein. N'enflammez pas. C'est un truc que j'ai bien aimé dans Kaamelott, c'est la musique qui a été faite pour le film. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans Avatar aussi, du coup. Faite par Horner, à ne pas confondre avec Yvette Horner. Yvette Horner, oui. C'est vrai que du coup, tout le film à l'accordéon aurait été particulier. T'imagines Avatar à l'accordéon? À voir. Attention, Emmerich. Peut-être que la semaine. Peut-être que la semaine prochaine, après le clip de Matrix Ushuaïa, nous aurons Avatar à l'accordéon. Pas de spoil sur Kaamelott V1. Non, pas de spoil sur Kaamelott V1. On ne dira rien. Non, mais je disais juste que le fait de faire la musique pour un film et pour un projet de film, ça qui sent. est l'inverse total d'un Suicide Squad, comme on avait pu en parler récemment. Ouais, ça sent, ça fait une différence qui est quand même notable. D'accord. Maître de l'univers, du coup, selon vous, qu'avez-vous à exprimer concernant la réalisation de ce film? Alors, pour commencer, j'adore James Cameron. Il y a là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais alors, si je peux vraiment revenir sur l'histoire, enfin, la façon dont Avatar a été présenté au public. La première fois que j'ai entendu parler du film, c'était sur TF1, au journal de 13h, un mec interviewé à la sortie d'une salle qui venait de voir la bande-annonce. Le mec chialait. J'ai vu la bande-annonce et je lui ai dit, moi, j'ai vu le film, je me suis ennuyé comme un rat mort à l'époque. Je l'avais pas vu en salle, donc je peux pas parler de la 3D et tout ça. Mais par contre, en l'ayant vu sur mon écran, sans 3D, le film pue la 3D. D'accord. Il pue la 3D. Il pue la 3D. On se rend compte qu'il y a des scènes qui ont été faites uniquement pour ça. Comme les scènes où ça vogue, ou les bestioles qui chargent, sans lunettes, bah, ouais, ça apporte rien. C'est juste une bestiole qui charge ou une bestiole qui vole. Après, peut-être qu'il aurait fallu que je le voie en 3D, mais ouais. Forcément, il doit y avoir un apport. Beaucoup disent que le seul intérêt de ce film, c'est la 3D, justement. À l'époque où il était en salle. Parce qu'après... D'accord. Alors, dire le seul intérêt. Là, au niveau de la réalisation, vous ne parlez que du fait qu'effectivement ce film est sorti en 3D, qu'il a relancé un peu le goût de ce type de cinéma qui existait déjà. Par exemple, on avait des attractions au Futuroscope, mais c'était réalisé au rang de spectacle, effectivement. Et là, ce film sort et est accompagné par une nouvelle technologie qui dépasse un peu les ambitions qu'avait James Cameron au départ, puisqu'au départ, il n'était pas forcément baigné là-dedans. Lui, ce qu'il voulait, c'est avoir une technologie qui permette de mettre en scène et à l'image ce qu'il avait en tête depuis 1994 et son premier script. Ça a été très longtemps repoussé avant qu'il en ait les moyens de faire ce que lui entendait. Et donc, selon vous, la seule chose notable que vous n'avez pas pu percevoir puisque vous ne l'avez pas vu au cinéma, ce serait la 3D. Mais qu'en est-il, par exemple, vous ne trouvez pas ça particulier de mettre de côté tous les départements qui ont travaillé à la réalisation artistique de ce film en créant des espèces
espèce animale, des couleurs, une culture pour ces Na'vi, tout un biome en fait entourant cette planète, et pas simplement un décor en image de synthèse. Je dois dire que c'est sûrement un des making-of les plus intéressants que tu puisses trouver sur YouTube, hein, quand même. Parce que c'est vraiment intéressant à voir comment ils font. Niveau bestiole, c'est vrai que c'est assez sympa. Moi qui adore les dragons, franchement, les bestioles qui volent, enfin les dinosaures, ça, j'ai trouvé ça super. Mais ça doit être le seul truc qui m'a éclaté dans le film au final. D'accord. C'est le bestiaire en fait, le bestiaire de Pandora. Il y a peut-être que ça que j'ai trouvé bien. Donc il y a quand même tout l'univers qui va avec le bestiaire, mais c'est trop coloré. Comment ça, l'univers trop coloré? C'est-à-dire toutes les fleurs, les machins. Mais il y a trop de couleurs, je trouve. Il y a trop de couleurs dans le film. Est-ce que vous séparez réellement la faune de la flore dans la réalisation? Parce que moi j'ai le sentiment que c'est une création commune. Les deux ont été créés simultanément. Donc le fait qu'on ait fait une flore qui soit plus lumineuse que ce qu'on ait l'habitude de voir, c'est n'est-ce pas un parti pris artistique? Clairement, c'est le rendu à l'écran qui était recherché. Peut-être. Sur ça, même toutes les petits poulpes là, les petits pissenlits là. C'est le machin qui se replie là. Ouais. Bah ça c'est rigolo aussi. Enfin, ça a forcément inspiré d'un peu ce qui peut se trouver sur Terre, mais la scène, quand Jake il arrive et qu'il les touche, on dirait un gamin qui rentre dans Disneyland et qui joue avec des jets d'eau, quoi. Moi je trouve c'est la réal, elle est faite quand même d'une manière poétique, tu vois, même parce que là c'est la photographie surtout qui a été bossée sur le fait que chaque roseau, chaque truc est un truc avec une couleur comme si c'était un truc LED même si oui des fois ça fait un peu funky, un peu flower power, mais en tout cas c'est beau, c'est au niveau de la photographie, c'est quand même il y a une sacrée recherche de l'image, que ça soit de jour ou de nuit, parce qu'il n'y a pas un des deux qui rend moins bien. Les scènes de nuit sont pas, il n'y en a pas beaucoup non plus, il y en a une ou deux. La celle où il rencontre sa copine, qu'elle vient le sauver, on voit quasiment rien. Ouais. Et après, j'ai même pas de souvenir qu'il y en ait une autre. Ah si, peut-être la fête là aussi, quand ils sont tous les deux sous l'arbre qui s'appelle. Oui, c'est ça. 2-3 scènes de nuit, mais c'est tout. Et encore, peut-être 20 minutes, quoi. Ils sont sous l'arbre qui brille, quoi. Donc, ça fait pas tellement nuit, quoi. D'accord. Et donc, du coup. Je trouve que c'est un univers trop brillant. Voilà. Trop éclatant de lumière. Mais est-ce ça aurait été un petit peu plus sombre, rendu plus sombre par les humains, effectivement, qui auraient pu le rendre plus sombre par rapport à ce qu'ils sont venus faire. Et au final, à part la scène de déforestation, il n'y a rien de sombre dans ce film. Et puis l'arbre qui s'écoule à la fin, bien sûr. Moi, en tout cas, c'est mon avis, mais je trouve que ça donne un côté magique au truc, justement. Et c'est une planète extraterrestre, il n'y a rien de magique de ce côté-là. Ouais, mais on est immergé dans le côté nouveau, le côté vraiment, on est projeté ailleurs, quoi, et on y croit. On a quand même plus de 200 personnes qui ont travaillé à rendre crédible cet univers. Après, qu'on aime ou on n'aime pas, effectivement, les goûts et les couleurs ne se jugent pas. Mais on a quand même au niveau de la réalisation. Alors, nous parlions tout à l'heure du fait que le scénario est facile, le scénario est attendu en termes de réalisation et de création d'un univers. Pour le coup. C'est l'une des choses qui a été applaudie, d'ailleurs c'est ce que je lis aussi dans le chat, hein. En tout cas la réalisation est vraiment dingue, nous dit Sangohan, et je vais voir un James Cameron tout comme je vais voir un Spielberg pour la parfaite maîtrise de la réalisation. Koura qui rajoute un +1. Après certains détracteurs diront que Lucas a créé un univers quand Cameron a créé une planète. Doit-on faire un concours de qui est la plus grosse? Je suis pas sûr, moi non plus je ne suis pas sûr. Il y a des personnes qui arrivent à créer de tout petits univers qui sont contenus dans quelque chose de pas très très grand et qui pourtant fourmille d'ingéniosité, et des fois on a des réalisateurs et des histoires qui vont se perdre dans quelque chose de beaucoup trop grand et vaste et qui font que ce n'est pas intéressant, comme Jupiter Ascending. Donc concernant la réalisation de ce film, donc mon propos était de dire, on a un scénario attendu sans surprise, mais on a un univers qu'on découvre qui
me semble quand même assez surprenant. On parle de dépaysement, c'est étonnant de voir du gazon qui s'allume, c'est étonnant de voir les différentes espèces, les différents animaux, la forme des plantes, même si des fois on frôle avec l'aberration, comme je l'exprimais il y a quelques jours, je pense que notre cher Charles Darwin doit faire la visseuse perceuse dans sa tombe tellement il se retourne sur lui-même, comme par exemple ces fameuses salamandres avec une espèce d'hélicoptère sur le dos lumineux, qui ça en termes d'évolution va falloir m'expliquer en quoi ça peut leur permettre de se sortir d'une quelconque merde, de devenir vachement plus visible la nuit, mais bon c'est pas grave, mais finalement je connais pas tout enfin non mais ce monde est surprenant et il est à mon sens il vient contrebalancer une histoire attendue. Vous ne trouvez pas qu'on essaye de trouver un équilibre sur ce point-là en nous proposant quelque chose de surprenant? Chaque plan comme ça d'une espèce que tu sens qu'ils ont sorti, hop, une espèce, tu vois un plan, une tête de cabri, quoi, et enfin leur truc, quoi, et puis c'est hop, tu repasses à autre chose, et c'est ponctué sans être trop. Vous avez vu, on a des grosses couillettes, on a fait un univers entier. Ça, moi, je trouve pas non plus que c'est trop. Tu vois qu'ils en ont mis trop non plus. Oh, c'est bien dosé, hein. Bah, tu sens que quand même. D'accord. Non, mais tu sens qu'il a pas été chercher Joe le rigolo, hein, Cameron, quand il a fait le film. Il a pas été. Joe le rigolo, oui, le fameux Joe le rigolo. Ah oui. Et son copain Joss. Ah bah... Ou Coco Lastico. Oui, c'est ça. Ah bah là, c'est... Non, mais il y a du travail derrière, c'est sûr, ça je l'admets. Mais j'ai pas accroché, mais vraiment pas, quoi. C'était trop, bien sûr. trop lumineux. Trop lumineux. Ouais, trop lumineux. D'accord, ouais. très bien. Peut-être qu'il y a un univers plus sombre, j'aurais peut-être mieux accroché. D'accord. Et concernant la bande son de ce film, puisque ça fait partie de la réalisation, concernant les habillages sonores, concernant la musique en elle-même, quel est le point de vue que vous avez tous les deux? Ah, la musique est très bien par contre. D'accord. Il y a, on est sur quelque chose qui accompagne le film. Ah, là-dessus, ouais, rien à dire. J'ai jamais été déçu par tout ce qu'avait fait James Horner de son vivant, du coup. Alors, nous avons le chat qui vous conseille, cher maître de l'univers, si vous trouvez que ce film est trop lumineux, d'essayer avec des lunettes de soleil. D'ailleurs, j'ai une question pour ceux qui l'ont vu en 3D avec ça. Est-ce que c'est la 3D qui fait la luminosité? Est-ce que, vu que les lunettes de 3D assombrissent le film, est-ce que James Cameron s'est pas dit, oulala, on va rien voir, je passe toutes les fougères en néon, et comme ça... et ça sera beau temps. Et ce sera beau temps sur toute la planète pendant tout le temps du film. Exactement. Mais c'est pas bête du tout comme peut-être. Idée, ouais. Pandora à 30 degrés. Et... C'est vrai que les lunettes 3D assombrissent vachement les films. C'est vrai. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Ah peut-être, hein. Peut-être. C'est vrai que c'est ce qui fait des fois un peu mal à la tête. C'est une hypothèse. Sangohan 118. Je vais pas redire le 118 à chaque fois. Travail bof. Travail bof. Non, travail bof. Travail bof par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Parce que là, nous étions du coup sur la musique, chère Isa. Du coup, concernant la musique, on a effectivement une réalisation qui est assez somptueuse. Oui, voilà, exactement. Après, faut avouer qu'il fait un peu toujours la même chose. Lui, si tu prends tous ses films, c'est toujours la même chose quand même. Il y a quand même, si tu réécoutes les bandes, tu prends les films qu'il a fait, tu réécoutes tout le temps le thème principal, tu verras que déjà, par contre, il y a une base James Horner. Hein. Après, il bosse toujours, il est mort, il me semble d'ailleurs. Ah, ça, je sais pas. C'est lui qui est décédé ou Oh non, on m'apprend ça comme ça encore. Un autre crime à résoudre. Il est décédé en plus, l'année dernière ou il y a 2 ans, il me semble. Mais bon, dans tous les cas, il travaille toujours avec le même orchestre. Le London Symphony Orchestra, donc au bout d'un moment, c'est des gens qui jouent. Comme sa cousine Yvette, toujours avec le même orchestre. Non, c'est Marcel qui est toujours avec le même orchestre, mon cher ami. Décès le 22 juin 2015 à 61 ans. Ah oui, donc ça fait déjà un peu plus de 2 ans. Oui. Mais du coup, il travaillait toujours avec le London Symphony Orchestra, donc forcément, des gens qui jouent la musique toute l'année ensemble,
ils ont forcément les mêmes automatismes se retrouvent. Après, je suis pas un expert en musique. Hein. Bah, il a fait beaucoup de choses quand même. Hein. Bah, Titanic, Braveheart. Oui. Là, je vois les 7 mercenaires du coup. Lequel, le dernier ou le premier? Oui, non, celui de 2016. Ah, dommage. C'est pas lui qui a fait Willow? La musique était pas mal. Oui, Willow, oui, il me semble aussi, oui. Il a fait Willow aussi, je crois. La légende de Zorro. Oui, exact. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Et le masque de Zorro aussi, je crois. Oui, il a fait les deux, oui. Nous avons 3 de Wolfgang Petersen. Ah oui. Tac. Stalingrad. C'est lui qui a fait la musique de Stalingrad. Qu'est-ce qu'il nous a fait d'autre? Il a travaillé pour la télévision. Après, malgré tout, dans toutes celles que tu as citées, il y en a peu quand même qui... C'est un des trucs qui m'a fait tilter. Je me suis dit, mais il y en a aucune qui me vient en tête tout de suite. Tu vois, comme tu me dirais Star Wars, j'ai la Titanic, c'est pas le thème que j'ai. Ah, il a fait quand même la musique aussi de The Amazing... Ah si, Titanic, j'avoue, je pourrais la retrouver. Quand même. Mais il a fait The Amazing Spider-Man de Mark Webb. Dire le reboot qui était arrivé donc après. Le premier avec Andrew Garfield. C'est ça, exactement. Le premier avec Andrew Garfield qui avait aussi une bonne bande son. En tout cas, il y a un travail, je trouve, de la musique. Il y a un bel accompagnement, je trouve. Je dois dire qu'à mon sens, sans vouloir influencer personne, il y a un moment où la musique m'a déçu. Je ne sais pas si c'était votre cas aussi, cher maître de l'univers. C'est la scène finale. Alors je redis, alerte spoil, faut vraiment que je me fasse un bouton. La scène finale du coup où Jack, après avoir prié la mère nature de lui venir en aide et de ne pas avoir eu de réponse, ils s'en vont en guerre contre les méchants pas beaux tout vilains qui veulent lâcher une bombe à l'acide sur l'arbre maison, là où l'arbre mère. La bombe à l'acide. Voilà. La fameuse mauvaise idée du film. La très mauvaise idée même. Oui, parce que la catastrophe naturelle est arrivée quand même, puisque le vaisseau. Alors, elle s'écrase pas sur l'arbre, machin. Les humains se la prennent dans la tronche quand même. C'est vrai. Mais voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Si, nous avons effectivement, après la déculottée à la fin que prennent les navis contre l'armée et contre les humains, nous avons la forêt. La charge la voilà. Ouais. Nous avons le réveil de la jungle. Du coup, avec tous les animaux qui se mettent à charger, les volants, les rampants, avec la nana toute seule derrière son arbre avec son arc. Exactement. Son mitrailleuse. Et ce moment-là, et pour le coup, même s'il est attendu, effectivement, à ce moment-là, on se doute bien que qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer? Ah ben la forêt, voilà, c'est la happy end qu'on attendait, et du coup, bah on est servi. Pour le coup, on peut être aussi satisfait de ça potentiellement. Eh bien, dommage. J'ai envie de dire pour cette scène-là, dommage. La musique est pas, à mon sens, à la hauteur de cette scène. Et j'ai trouvé tout ce qui s'était passé avant bien plus épique, avec les combats avec Dracofeu et compagnie, contre les méchants ricains. J'ai trouvé ça beaucoup plus épique, beaucoup plus nerveux, beaucoup plus libérateur de voir ces méchants militaires se faire casser la gueule, que la scène où la nature se réveille. C'est là qu'il aurait fallu envoyer du Two Step for Helm, ou qu'il aurait fallu faire une composition vraiment, le thème du film devait être sur cette scène. C'est la terre-mère qui se réveille, quoi. Et elle est un peu passée, je trouve, en ombre. Pour mon avis perso. Donc une réalisation, comment pourrait-on résumer ça, messieurs? Musicalement bonne. Très bien. Et visuellement aussi, là, vous vous rendez compte du film que c'est quand même? T'en vois pas tous les jeudis des films comme ça. Hein. Ah si on le regarde tous les jeudis, ça peut se faire. Oui, c'est sûr, si tu te passes le Blu-ray tous les jeudis, à la même heure, en fait, tu vois un film comme ça tous les jeudis. J'avais pas pensé. Je ne retiendrai aucune objection contre cet argument de maître de l'univers, puisque c'est effectivement parfait, tout à fait. Si tu regardes ce film tous les jeudis, voilà. Désolé maître Schtroumpf, mais il m'a crumpé là. Ah bah là, il vous a crumpé. Cette objection n'est pas retenue. Donc, une réalisation qu'on a dit plutôt correcte dans l'ensemble, peut-être un chouïa trop lumineuse, en tout cas avant-gardiste, puisque on a eu le droit par la suite à énormément de films en 3D, mais en 3D réel, post-production en tout cas, où on a rajouté des effets 3D, alors que du coup Avatar sort quand même avec les fameuses caméras
L'avantage de la caméra 3D. C'est ça. Il a eu l'avantage du tournage en caméra 3D. C'est ça, donc un projet dès le départ qui... Il est sorti avant la pub Haribo ou après? Non, la pub Haribo était pour ce film. La pub Haribo était pour ce film, et d'ailleurs c'était une des critiques qu'il y avait eu à l'époque, et que j'avoue avoir tenu. J'avais été beaucoup plus impressionné par la 3D de la pub Haribo que par la 3D du film. Je me rappelle de ça. Effectivement, les bonbons étaient vraiment dans la salle de cinéma... Pour une raison très simple d'ailleurs, si un jour vous revoyez... des Schtroumpfs. Non, mais c'est que Haribo ont fait quelque chose de très malin et ils l'ont piqué à l'attraction Disney, puisque qu'est-ce qui fait que ça fonctionne dans l'attraction Disney, c'est que un peu comme notre ami Arnaud de ce soir qui a des bandes noires sur les côtés, nous avons généralement au cinéma des bandes noires en haut et en bas aussi. Et la pub Haribo, comme le film qu'on pouvait avoir dans l'attraction Disney ou des choses comme ça, au Futuroscope ou des choses du genre, en fait les objets débordent sur la bande noire quand ils les font passer en 3D. Et donc le fait de déborder sur la bande noire, visuellement, ça donne l'impression que l'objet sort de l'écran, il sort du cadre. Et jusqu'ici, à ma connaissance, aucun film ne s'est permis de faire ça. D'avoir des choses qui... Ah, pardon. Si. Bah si, j'ai pas... Là, le premier Godzilla avec Bryan Cranston, à des moments, il y a des pieds de Godzilla qui dépassent de la bande noire. Mais il y a plein de gens qui ont essayé. C'est sûr. Là, j'ai pas d'exemple en tête. Après, c'est pas un film que j'ai vu en salle, donc je sais pas si c'était voulu pour le cinéma ou si c'est un effet rajouté au DVD ou au Blu-ray. Mais il me semble que dans Godzilla, à un moment, il met sa patte de l'autre côté de l'écran noir et après il continue d'avancer. D'accord. Il me semble. Ok. Mais il y a un truc comme ça avec une bestiole qui passe la patte noire, c'est peut-être pas Godzilla. On fera des recherches. Il y a une bestiole qui passe sa patte ou un truc qui explose et ça en envoie de tous les côtés. Mais il me semble qu'il y a un truc comme ça. D'accord. Bah en tout cas, on va creuser cette piste pour en savoir un peu plus. Mais effectivement, c'est cet effet-là qu'il y avait sur le film. En tout cas pour moi, la publicité, avoir une publicité qui est mieux faite que le film que tu vois après, en termes de 3D, bah du coup, ça joue sur la qualité de cette 3D. Bah puis t'avais quand même en plus toute la hype de ce film qui était survendu. Oui. Je crois qu'il a battu les records dès le début. En 6 semaines, oui. En 6 semaines, il a battu les records de Titanic. Qu'il avait fait sur des mois et des mois, je crois. Ouais, bah oui. Oui, c'est exactement ça. Tout le monde voulait aller le voir, en fait. Malgré que tu avais un pote qui était ressorti en disant la 3D, elle est mieux sur la pub Haribo, t'avais quand même envie d'aller le voir. C'est vrai. Tellement c'était nouveau, quoi. Il y avait aussi ce côté nouveauté quand c'est sorti qui était dingue. Ah, c'est ça qui a mené tellement de monde en salle. C'était le premier film en 3D. L'innovation, bien sûr, ouais. À part la pub Haribo, du coup. Et les attractions Disneyland en 3D, il n'y avait rien eu au cinéma depuis Freddy 4 ou un truc comme ça, je crois. Ah, puis là, nous avons un furieux dans le chat, Sango, qui nous dit: j'ai été le voir plusieurs fois en salle, 2 ou 3 fois. Oui, il a même essayé de m'entraîner avec lui, mais je voulais pas y aller. Ah d'accord, c'est de là qu'est née, c'est une mauvaise expérience de cinéma. Oui, bien sûr, je comprends très bien. Bien, messieurs, je pense que nous avons pour l'ensemble réussi à traiter les grandes lignes de ce film. Nous allons arriver maintenant au moment où chacun d'entre vous allez pouvoir faire votre plaidoyer final pour nous donner votre avis définitif sur le film. Avant toute chose, tradition oblige, j'ouvre le bloc-notes et je le modifie tout de suite puisque pour l'instant j'ai les textes de la semaine dernière qui ne nous servent à rien du tout et nous allons... Est-ce qu'on peut récupérer des trucs? Non. Là, c'est chaud, hein. C'est pas Red is Dead, non, c'est sûr. C'est pas Red is Dead. Non, c'est Blue is presque dead. Alors, c'est Blue is Dead. Blue is presque dead, parce qu'il y en a quand même qui survivent. Oui, et puis ils ont l'air de montrer qu'une petite. Ils sont bien vénères quand même, à la fin. Cher maître Krumpf. Maître Krumpf, pouvez-vous nous faire une petite liste exhaustive de ce qui, selon vous, font les points forts de ce film? Ouais, alors là, il faut un plus grand cahier, hein. Ah, les points forts, il y a déjà l'innovation technique,
tu vois, je dis il faut faire un plus gros cahier, mais la réalisation, la musique, bah en fait tout est bien. Hein. Et même, je pense, il a le deuxième là qui va sortir. À mon avis, il pourrait donner un statut d'œuvre. Enfin, la saga Avatar pourrait être au niveau, je pense, d'un Star Wars ou d'un Seigneur des Anneaux si c'est bien fait le deuxième, quoi. Pour le côté vraiment, pour ce que ça apporte au cinéma, quoi. Rien à rajouter sur ce que vous avez dit? Très bien. Je suis pas un crumpf bavard. Très cher maître de l'univers, s'il vous plaît, sauvez-nous. Du coup, quels sont selon vous les points négatifs, les points rédhibitoires de ce film? Alors, comme je l'ai déjà dit, l'histoire qui est trop prévisible, les couleurs trop criardes. Alors peut-être qu'avec les lunettes 3D, effectivement, ça assombrit le truc, mais quand on voit à la maison, c'est trop criard. La musique, rien à dire. Donc après, plutôt que dépenser des milliards et des milliards pour faire Avatar, il aurait fait un épisode des Schtroumpfs avec Gargamel qui essaye de les choper. Ça aurait été plus simple. Là, n'empêche, pour le budget de celui-là, je sais pas combien ça a coûté au final, je sais que ça a rapporté 3 milliards, mais là, il y a moyen d'en faire des Schtroumpfs. Hein. Oui, c'est sûr. Non, mais voilà, après, Jake, ouais, c'est le gamin qui arrive dans sa cour de récré, qui s'éclate et qui change d'avis à la dernière seconde. Non, je sais pas, enfin, voilà, perso, il y a rien qui me motive à revoir ce film encore une fois. Très bien. J'ai vu 2 fois en mouvement, ça me suffira. Très bien, je comprends. Mais après, ne vous torturez pas non plus pour la réalisation de cette émission. Faut pas abuser non plus. Non. Prenez soin de vous quand même. Prenez soin de vous. Ça va. Nous souhaitons que tout le monde soit, comment dire, être au petit soin pour tout le monde. Alors, du coup, je ne trouve plus ma page. Où est-ce qu'elle est? Au secours. Là, ici. Voilà, mesdames et messieurs les jurés, nous allons de nouveau avoir besoin de vous, puisque c'est vous qui allez trancher dans cette affaire. Sauf que, avant de trancher dans cette affaire, mesdames les messieurs les jurés, nous allons laisser donc la parole à vous deux. D'abord, du coup, Maître Cronf, puisque c'est vous qui aviez eu le premier mot, ce n'est donc pas vous qui aurez le dernier. Donc Maître Cronf, du coup, pour votre réquisitoire final. Bah écoutez, pour finir de manière courte, je dirais que ce film m'a crumpfé. Il m'a crumpfé à mort. Ouais, les personnages sont bien écrits, c'est magnifique à l'écran, la musique est bien. Non, il y a vraiment rien à redire sur ce film, je pense. J'ai pas eu trop le sentiment, plus que la 3D, le fait de pas l'avoir, c'était gênant. Donc non, bien crumpfé, et je vous le crumpf à tous. Il est complètement crumpfable. D'accord, très bien. Merci à vous. Et pour finir, du coup, cher maître de l'univers, votre réquisitoire final, du coup, concernant Avatar de James Cameron. Eh bien, donc du coup, je peux ne pas être d'accord avec mon confrère. Et c'est un film à qui je ne souhaiterais pas de perdre autant de temps à le voir. D'accord. Radical, effectivement. Mesdames et messieurs les jurés, suite à ces deux réquisitoires, la question vous est posée. Ça va être à vous de trancher concernant la culpabilité de ce film, concernant l'étiquette qui lui est, entre autres, accolée. La question qui vous est posée ce soir est simple. Avatar est-il un bon film? C'est à vous de vous prononcer lors de ce vote que vous pouvez retrouver du coup dans le chat. Je dois avouer que je me sens assez serein avant ce vote.
D'accord, en pleine confiance, très bien. En Très bien, pleine très bien. confiance. Très bien. Admettons. Allez les bleus. C'est malin. C'est malin. Bravo. Bravo, bravo, c'est malin. Bon bah de toute façon on aura tout fait tout ce qui se fait sur le bleu hein. La prochaine fois changera de couleur. Juste pour information du coup, pendant que vous êtes en train de voter, je rappelle que nous retrouvons juste après l'émission. Restez avec nous pour la seconde partie où on fera un peu un débrief de tout ça, où vous pourrez vous exprimer même à voix haute si vous voulez nous rejoindre sur le Discord et passer sur ce live, échanger avec nous de ce film, d'autres choses concernant le cinéma ou pas du tout. Eh bien ce sera avec plaisir. Et d'ailleurs je ne vous en dis pas plus, mais notre cher Émeric, maître Krumpf, ce soir, a une petite surprise. Nous a préparé une petite surprise ce soir. On va Krumpfer ensemble. On va Krumpfer ensemble. Non, vous allez voir. En fait, ça marche avec tout. Oui, c'est malin. Je viens de me rendre compte du principe. C'est malin. Allez, plus que qu'est-ce que Ah, c'est encore nous tromper comme chose. Voilà, c'est bien. C'est bien déjà. Là, ça bouge. Là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant. On a déjà moins de votes à la noix. Alors, du coup, voici les résultats. Très bien. Et donc, deuxième question qui était issue de notre micro-trottoir 2.0. Donc... Est-ce que c'est un plagiat ? Effectivement. Est-il un plagiat ? La question qui était peut-être la plus délicate à défendre. Oui, effectivement, oui. C'est peut-être pas un plagiat total, mais il a bien pompé à droite à gauche quand même. C'est pas... Non, j'ai rien dit. Non, c'est bon. Il a été pioché des idées à droite à gauche. Oui. Voilà. Voilà, donc deuxième question qui vous est posée. Est-il un plagiat ? Vous avez 2 minutes pour répondre. Oui, non, ou c'est l'amour à la plage. Ah, oum, tcha, tcha, tcha. C'est une accusation honteuse, nous dit Sango. Effectivement. Dire que Cameron pompe. Sur le Titanic, il a essayé de faire pomper, mais ça a coulé quand même. Attention, on dérape. Effectivement, Météos, tout à fait, mais qu'est-ce qu'un scénario original dans ce cas ? Aucune histoire qui n'existe ex nihilo, à part, bien sûr, Highlander 2. Parce que celle-là, je crois que cette histoire-là ne ressemble à aucune autre histoire. Et elle ne sera jamais plagiée. Souvent imitée, jamais égalée. C'est vrai. Il n'y en a qu'un. Il ne peut rester qu'un seul film non plagié, ça sera Highlander 2. C'est H2G2, le guide galactique non plus. Cette phrase est folle quand même. Il ne peut y avoir qu'un Highlander 2. Ouais. C'est... Sur H2G2, ouais, on n'y pense pas souvent, mais c'est très compliqué de faire pareil. Hein. Ah, ça utilise des codes, mais ça les tourne en dérision et ça les tord pour leur faire prendre une configuration particulière, parce que l'homme arraché à son environnement, enfin, le personnage principal arraché à son environnement pour aller dans un univers qu'il ne connaît pas et qu'il va découvrir avec un sidekick ou un truc comme ça. C'est Star Wars. Voilà, déjà. Mais le principe est tellement tordu, tellement trituré, tellement reforgé que effectivement ça ne ressemble à rien d'autre. C'est proche du livre du coup. Oui, assez, je crois. Ça, je saurais pas dire, j'ai pas lu le livre, j'ai vu que le film. C'est assez proche du livre. C'est des trop gros livres pour moi, ça. Au détail près que le film est un vrai fan service de ceux qui ont apprécié le livre, puisqu'il y a des choses dans le film que tu ne peux comprendre que si t'as vu le livre.
Et pour le coup, je trouve que c'est, par exemple, la scène du cachalot qui apparaît en l'air, et il y a toute cette scène où il trouve des mots, je vais t'appeler le sol, je suis sûr qu'on va être amis, et qui s'écrase dans le sol, et la scène se termine par, et en plus du cachalot, il y a un pot de fleurs qui est apparu, et un pot de fleurs qui, d'ailleurs, lui, dans sa tête, le seul truc qui est passé, c'est une phrase du genre eh merde, pas encore. Et il n'y a pas d'explication dans le film de pourquoi le pot de fleurs se dit eh merde encore. Et parce que dans le livre, en fait, le personnage principal a un espèce de némésis, comment on pourrait dire, pas un adversaire parce que c'est pas vraiment un adversaire, mais un rival, un némésis comme ça. Et à chaque fois qu'il doit arriver une couille au personnage principal, le hasard fait que ça arrive à au pot de fleurs. Ouais, c'est pas c'est pas un pot de fleurs, c'est un vrai mec. Et dans le bouquin, on t'explique qu'en fait, ce vrai mec, par un hasard bien tordu, fait que c'est lui qui s'est réincarné en pot de fleurs en fait. Et c'est pour ça qu'il dit ah merde. Sympa. Donc voilà, mais ça suit quand même, il me semble, plutôt bien la trame du livre, bien que je le précise, je ne l'ai pas lu, donc je n'ai aucune raison d'être aussi affirmatif sur tout ça. Sur Wikipédia quand même. Pas du tout. Je suis juste fan d'anecdotes de cinéma et je n'ai pas du tout été pompé ça sur Wikipédia. D'ailleurs, je ne crois pas que ça soit sur Wikipédia, mais sur une discussion que j'avais eu à un ami concernant ce film qui lui avait lu le livre. Donc la fameuse excuse de c'est un ami qui connaît un ami qui lui a lu le film. Mais le vote est terminé. Au lieu de lire H2G2 en livre audio, lui, il lit Wikipédia en livre audio. C'est ça. Alors c'est bizarre, vous êtes que deux à avoir voté. Encore ? Ouais, je sais pas ce qui se passe. Et très bien, j'ai les résultats. Ceci étant fait. Très bien. Bon. Ce soir. Après, c'est vrai que c'est très très subjectif le fait de traiter quelque chose de plagiat en soi. Subjectif. Je suis content de l'avoir trouvé subjectif là. Effectivement, il est bien placé. Celui-là, j'étais pas sûr de le trouver. Hein. Ouais. Tu l'as posé on peut dire de façon plus que parfaite. Et c'était un passé simple. Bref, le résultat de ce soir. Donc, à la grande question qui vous était posée ce soir, mesdames et messieurs les jurés, voici le verdict. Est-ce que Avatar est un bon film ? Vous êtes 62% à avoir répondu que non, ce n'est pas un bon film, alors que vous étiez avant 50% à avoir répondu oui. Semble-t-il, maître de l'univers, que vos arguments semblent avoir fait mouche, puisqu'effectivement nous terminons ce vote avec cette délibération. 62% répondent non, alors 62,1, et 33% répondent oui, du coup, sur tous les votes. Belle victoire. Donc, le verdict... Pas ça, hein. Le verdict, du coup... Je ne m'attendais pas, franchement... Oui, effectivement, c'est une belle surprise. Hein. Bon, je m'en prends tellement une pleine tronche depuis 10 ans à entendre dire ouais, mais c'est que tu connais rien et tout, machin. Finalement, j'ai peut-être pas tort. Effectivement, en tout cas, ce sera le verdict de ce soir sur lequel nous ne reviendrons plus. La décision est prise. Bon, après, il faut savoir que suite à notre micro-trottoir 2.0, on avait quand même 50% des gens qui avaient répondu à cette question. Est-ce qu'Avatar est-il un bon film ? Et leur réponse avait été bleue. Donc, voilà. Remettons les choses quand même dans leur contexte, mais ça n'enlève absolument rien à votre argumentaire et en tout cas à la victoire de votre avis concernant le jeu de ce soir. Tu te rends compte quand même que c'est bien les notes en chiffres à l'école quand même, parce que ça fait vite le bordel. T'as eu quoi toi, bleu? On va calculer une moyenne avec du bleu, du vert et du rouge. Et concernant la grande question du coup, est-ce que Avatar est un plagiat ? Vous êtes pas du tout départagé puisque vous êtes 50-50 à avoir répondu oui. Ça c'était plus dur en plus, hein, parce que là, en fait, non seulement il y a des gens qui pensent qu'il est plagié, enfin qu'il a plagié un truc, mais il y en a même qui pensent qu'il a plagié 7 trucs. Donc oui, c'est chaud.
Tout à fait. C'est compliqué, c'est complexe de répondre à cette question, et donc en tout cas ça nous conforte dans l'idée que le juré de ce soir était plutôt objectif, puisqu'il n'a pas été en mesure de trancher sur une question aussi complexe et litigieuse que est-ce que c'est un plagiat, mais en tout cas il a réussi à trancher sur la question est-ce que Avatar est un bon film. La réponse, votre réponse ce soir, est la réponse que vous nous avez donné. Pourquoi j'ai ça qui apparaît? Mais je m'en fous de ça. Va-t'en. Voilà, merci. Donc, votre réponse ce soir, mesdames, messieurs, les jurés. Avatar est-il un bon film? Non. Non. Voilà. Donc, merci à vous. Eh ben... Merci, cher Arnaud, cher maître de l'univers, d'avoir bien accepté de participer à cette émission. C'était cool. Avec plaisir, ouais. C'est vraiment sympa, ouais. Nous allons nous retrouver juste après. Merci à vous, Maître Krumpf. Et je suis un peu vert, mais bon, tant oui. pis, ça arrive de perdre. Oui, je comprends. Mais bon, vous allez pas là qu'on lance le dé pour le film de la semaine prochaine? Non, c'est après. Dans le débrief. Enfin, dans la scène. Le lancer de dé, je l'ai vu qu'une seule fois depuis que je viens voir. C'est après. Nous ferons ça bien sûr après. Nous allons faire une petite page publicitaire pour faire comme les grands. Et nous allons nous retrouver après. C'est vrai? Bah oui. Avec une pub Haribo? C'est pas moi qui choisis la pub, mais. Je mets mes lunettes. Vous aurez un joli fond d'écran, vous verrez, et puis on se retrouvera quelques minutes après. T'imagines si les flics ils étaient venus là au lieu de devant Star Wars, mais il aurait fallu que je me peigne en bleu, tu sais. Juste pour que j'étais en train de m'imaginer la scène, tu sais, les flics qui viennent parce qu'il y a du bruit, et là ils voient qu'il y a un mec tout seul qui s'est pas en bleu pour regarder Avatar, tu sais. Tu te dis, ah vache, lui c'est un cinéphile. Parce que les flics sont vraiment venus chez toi pendant que tu regardais Star Wars en plus. Oui. Ouais, parce que j'ai des voisins qui entendent. Non, c'est vraiment arrivé, mais j'ai des voisins qui sont sensibles, on va dire. Et du coup, voilà. Bon, voilà. Nous en parlerons. Je vais faire du teasing. Nous en parlerons beaucoup plus en détail dans quelques minutes, du coup, pour le briefing de cette émission. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vais clôturer tout ceci. Merci à vous deux. Merci d'avoir participé. Ce fut fort intéressant. Et du coup, effectivement, nous terminons avec un revirement de situation pour un film au scénario attendu. Le résultat de ce soir, lui, l'était beaucoup moins. Donc, avec cette majorité d'entre vous qui avez voté pour nous répondre qu'Avatar n'est pas un bon film, selon vous, le verdict est tombé. Verdict sévère peut-être pour un film qui aura demandé des décennies de réalisation, de travail, de script, un département de plus de 200 personnes au travail de la réalisation artistique, la création des espèces, de cet univers, de toutes ces choses, et pourtant, c'est le résultat que vous nous avez rendu ce soir. Ce film aura, quoi qu'il arrive, marqué l'histoire cinématographique. On ne marque pas forcément l'histoire pour de bonnes raisons. Vous en avez jugé, vous, ce soir, concernant ce film. C'est votre avis. Et personne ne pourra venir dire le contraire maintenant dans cette émission. James Cameron reste cependant un très grand réalisateur, il nous l'a prouvé par le passé et je pense qu'il continuera de nous le prouver dans l'avenir. Ne blâmons pas forcément les gens pour leurs intentions mais bien pour leur réalisation. Et concernant ce film ce soir, vous étiez plutôt d'accord pour dire qu'il était plutôt bon. Une affaire compliquée du coup, des émissions qui s'enchaînent, une passion qui se déchaîne de votre part et je l'espère que cela va continuer. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Petit Tribunal du Grand Écran en votre compagnie. Merci à vous, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à la semaine prochaine. La semaine prochaine.